Allez, c'est parti. On va s'intéresser à quelque chose d'assez fou quand on y pense, ces forces qu'on ne voit pas toujours, qui dictent complètement notre comportement quand on est en groupe. C'est un petit voyage, en fait, dans les rouages de la psychologie sociale. Franchement, qui n'a jamais vécu ça? Se retrouver dans un groupe, ne pas être tout à fait d'accord, mais hocher la tête quand même. C'est une expérience que presque tout le monde connaît. Et la grande question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, pour bien commencer, il faut savoir un truc. Cette influence du groupe, c'est pas juste un petit détail marrant de la psychologie. Non. C'est un truc fondamental. C'est vraiment une force, presque invisible, qui est derrière une bonne partie de ce qu'on fait tous les jours. Voilà, le principe de départ, c'est ça. On est tous, en permanence, comme immergés dans ce qu'on appelle un champ social. Pour le dire plus simplement, le comportement de quelqu'un tout seul et le comportement de cette même personne en groupe, eh bien, ce n'est jamais la même chose. Et c'est justement ce champ de force qu'on va essayer de décortiquer. Ok, mais avant de parler d'influence, il faut se mettre d'accord sur un point. C'est quoi, au juste, un groupe? Parce que, attention, un groupe, ce n'est pas juste des gens qui attendent le bus ensemble. C'est beaucoup plus que ça. Et voilà la définition. En gros, un groupe, c'est quand des individus interagissent, s'influencent les uns les autres et surtout partagent un sentiment d'appartenance. Les mots importants ici, c'est vraiment ça. Interaction, influence et appartenance. C'est presque un organisme vivant qui a sa propre vie, sa propre dynamique. Donc si on récapitule les ingrédients, on a des interactions, une influence mutuelle, un sentiment d'appartenance, et puis il y a ce quatrième élément, la cohésion. Et ça, la cohésion, c'est super important. C'est un peu le ciment du groupe, ce qui fait que tout tient ensemble et ce qui lui donne sa puissance. Et comment on sait si un groupe est très soudé, s'il a une forte cohésion? Eh bien, il y a des signes qui ne trompent pas. Généralement, on voit trois choses. D'abord, une grosse pression pour que tout le monde suive les règles du groupe. Ensuite, une réaction assez forte, parfois même agressive, contre ceux qui sortent du rang. Et enfin, une certaine méfiance, voire de l'hostilité envers les gens qui ne font pas partie du groupe. Ce tableau, il est super intéressant parce qu'il montre le lien direct entre la cohésion et par exemple la productivité au travail. Quand un groupe est très soudé et qu'il est d'accord avec les objectifs de l'entreprise, là, la productivité peut vraiment décoller. Et c'est là que ça devient délicat, si le groupe est très soudé mais contre les objectifs, ça peut virer à la crise. Le groupe peut se retourner complètement contre l'organisation. Tout est une question d'alignement en fait. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on arrive au cœur du sujet. On va voir les trois grands visages de l'influence de groupe. Et pour ça, on va s'appuyer sur des expériences vraiment cultes qui ont changé la psychologie. La première force, c'est la plus discrète, la plus subtile. On l'appelle la normalisation. En gros, c'est cette tendance naturelle qu'on a à chercher un compromis, à se diriger tous ensemble vers une sorte de position moyenne qui arrange tout le monde. C'est un psychologue, Sheriff, qui a mis ça en évidence dans les années 30. Son expérience montrait que, quand on est dans une situation floue, incertaine, on a tendance à ajuster notre opinion pour qu'elle colle à celle des autres, pour créer une norme commune. C'est une force super puissante qui nous pousse à l'uniformité, souvent juste pour éviter les vagues et garder une bonne ambiance. Ok, après la normalisation, qui est assez douce, on passe à une deuxième force beaucoup plus directe, et c'est sans doute la plus célèbre, le conformisme. Là, on parle de la pression parfois écrasante qu'une majorité peut exercer. Et pour illustrer ça, il y a l'expérience de Solomon H. Elle est juste incroyable. Imaginez, la tâche est hyper simple, un enfant pourrait le faire. Il faut juste dire quelle ligne, à droite, a la même longueur que celle de gauche. En théorie, impossible de se tromper. Et pourtant, ce qui se passe est hallucinant. Voilà le résultat, et c'est là que ça devient fou. Quand la personne est seule, elle a raison dans 99% des cas. Logique. Mais si on la met dans un groupe où tout le monde, des complices en fait, donne exprès la mauvaise réponse, eh bien le taux d'erreur de cette personne monte à 37%. 37%! C'est la preuve pure et simple que la pression du groupe peut nous faire nier l'évidence, nous faire douter de ce qu'on voit avec nos propres yeux. Et voilà la leçon de l'expérience de H. Le conformisme, c'est ça. C'est l'influence d'une majorité sur une minorité. C'est un mécanisme social très puissant pour maintenir une forme d'ordre, pour que personne ne sorte du rang. La majorité impose sa vision pour garantir l'unité du groupe. Et maintenant, la troisième et dernière force. Et celle-là, elle retourne complètement la situation. On l'appelle l'innovation sociale. Et là, la question c'est, comment une toute petite minorité peut-elle réussir à faire changer d'avis la majorité? Pour ça, on a l'expérience de Moscovici, qui est vraiment le miroir inversé de celle de H. L'idée, c'est de montrer à un groupe des diapos qui sont clairement bleus. Mais dans le groupe, il y a deux complices, une minorité donc, qui affirment sans jamais flancher « non, c'est vert ». Et le résultat est incroyable. À force de les entendre, les autres participants, la majorité, finissent par douter et certains commencent à dire qu'ils voient du vert aussi. Une minorité a réussi à influencer la majorité. Comment?
simplement par sa cohérence et sa certitude. Ça forçait les autres à se dire « et si finalement c'était moi qui me trompais ?» Donc si on met les deux face à face, on a des dynamiques complètement opposées. D'un côté, le conformisme, l'influence de la majorité, qui cherche la stabilité, l'unité, c'est le pouvoir du nombre. Et de l'autre, l'innovation sociale, l'influence de la minorité, qui est un moteur de changement, c'est un contre-pouvoir. Et sa force, ce n'est pas le nombre, c'est la conviction. Alors après tout ça, on arrive à la conclusion. Et forcément, une grande question se pose. Face à toutes ces forces, la normalisation, le conformisme, l'innovation, est-ce qu'on est vraiment libre de nos choix? Pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. 1. Un groupe, c'est une entité super puissante, avec ses propres règles. 2. Notre comportement à l'intérieur est modelé par ces 3 grandes forces. 3. L'influence peut venir de la majorité, mais aussi d'une minorité qui est sûre d'elle. Au final, la conclusion, c'est que la première étape pour naviguer là-dedans, c'est d'être conscient que ces pressions existent. Et pour finir, une dernière question pour y réfléchir. Maintenant que l'on sait que ces forces existent, que l'on peut les nommer, est-ce que ça peut changer quelque chose à notre façon d'agir la prochaine fois qu'on se retrouvera en groupe? Est-ce que ça peut nous aider à être plus conscients de nos propres réactions? C'est une bonne question, non? La réponse, évidemment, elle est propre à chacun.